Chers téléspectateurs, amis de Menyimamvu TV, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais faire passer un message à tout le monde épris de vérité et de paix, intitulé Le gouvernement du Front patriotique rwandais, FPR Inkotanyi, dirigé par le général Paul Kagame, est un cauchemar pour l'Afrique. Tout d'abord, je réponds au nom d'Innocent Niringiyimana, un Rwandais réfugié et membre du gouvernement du peuple rwandais en exil, là où je suis le président de la Cour du peuple. À titre de rappel, le gouvernement rwandais en exil, institué depuis 2017, est un gouvernement dirigé par son Excellence Abbé Thomas Nahimana, qui est le président en exercice, et comprend l'exécutif dirigé par un premier ministre, des vice-premiers ministres et les ministres, et le législatif avec un bon nombre de candidats députés, qui a un bureau d'un président, vice-président et le secrétaire, ainsi que le judiciaire, opérant à travers la Cour du peuple, dont je suis le président, avec une vice-présidente et des juges et greffiers. Avant de m'exiler, je faisais la carrière de juge dans les tribunaux rwandais pendant plus de 10 ans. Et j'ai même été le président dans certains tribunaux pendant plus de 5 ans. J'ai été aussi le trésorier de l'association des juges et greffiers du pouvoir judiciaire rwandais et ensuite secrétaire du conseil d'administration de la coopérative du personnel du pouvoir judiciaire en sigle CSG. Je viens présentement pour démystifier la théorie du développement miracle du Rwanda. Ensuite, je vais insister sur la pratique du mensonge comme politique de l'État, comme politique de l'État du gouvernement de FPR Inkotanyi, gouvernement de Kagame, non seulement envers sa population, mais aussi dans ses relations internationales, ses relations étatiques. Si je commence par le premier point, le développement miracle qu'on chante dans les médias est une conspiration qui a été montée de toutes pièces pour des fins suivantes ou des faits suivantes. D'abord, c'est pour consolider le pouvoir oligarchique du FPR Inkotanyi, acquis à travers un bain de sang, où le rôle de cette rébellion est majeur. Deuxièmement, c'est pour cacher au monde entier les origines de ce développement miracle, qui ne sont que le pillage systématique des ressources minières du Congo depuis plus de 27 ans et ensuite la vente éhontée du génocide commis contre les Rwandais, Hutus, Tutsis et Toi, devenu par après un fonds de commerce sans égal et profitant aux vainqueurs et non aux victimes. Troisièmement, c'est cacher la politique ségrégationniste basée sur l'exclusion totale de la masse populaire, la masse paysanne, surtout Bantu-Hutu, du pouvoir politique et économique du pays, et introduire en toute légalité l'apartheid et l'élimination systématique de la population Hutu à travers les méthodes comme celles utilisées par les nazis. À titre d'exemple, des cas de concentration. Au Rwanda, on les appelle centres de transit.
ou centre correctionnel, l'institution des catégories ou des classes sociales, ou ainsi réduire le peuple en extrême pauvreté, en leur imputant le droit au titre foncier. Les méthodes classiques utilisées par le régime du FPR Montagny depuis la lutte armée de 1990 jusqu'à présent sont: d'abord, il y a le mensonge qu'on dit Ubwenge dans la langue naturelle rwandaise, dans la langue rwandaise Kinyarwanda. Ce mensonge se fait à travers la propagande et la diversion. Ceci passe par le paiement des lobbies et des médias de renom pour bâtir une bonne image, à diffuser et séduire les institutions financières. La falsification des chiffres, la publication des villes et la falsification et le paiement pour obtenir des bonnes places dans les rapports internationaux qui montrent le développement des pays. Une autre méthode, c'est la corruption. C'est une corruption qui se fait de tout genre, en vue de mener à bien le service de renseignement. La corruption peut être une corruption sexuelle, où les belles filles et dames, appelées commandos de charme, sont utilisées pour séduire les hautes autorités du monde en vue d'obtenir d'eux des amitiés, ainsi arriver aux informations clés ou sensibles, ou encore avancer les doléances du gouvernement de Kigali. On peut utiliser l'argent pour arriver aux fins politiques et économiques, ou encore les matières premières volées au Congo. La corruption n'est pas seulement au niveau étatique, n'est pas une arme seulement utilisée pour obtenir des intérêts au niveau international. C'est aussi une institution gouvernementale où tous les secteurs de la nation ne font qu'à travers le système corrompu, où chacun gagne de soi. Et le judiciaire, et l'exécutif, et le Parlement, tout est corrompu. Tout est corrompu, je vous assure. C'est pourquoi la justice n'y est plus. Le peuple est réduit à l'injustice sans nom. Et le troisième point, ou une méthode qu'on utilise, c'est la violence inouïe, la violence sans nom. Sur ce point, les éléments du FP Imotagny et son armée à la DF sont arrivés même à se baptiser les killing machines, les machines à tuer, les machines à éliminer. Lors de la rébellion, ils avaient une méthode de razzia. Ça veut dire raser, éliminer tout ce qui respire. C'est comme ça que le peuple des préfectures comme Byumba et Ruhengeri fuyaient, parce qu'ils faisaient face aux massacres et tortures sans nom. Ils ont introduit des méthodes inhabituelles de torture et de tuer. Alors, le peuple est réduit au silence. Le peuple est traumatisé. Le peuple n'a plus d'autre chance que d'obtempérer aveuglément aux ordres du grand maître.
Ce calvaire que vivent les Rwandais leur arrive depuis près de 30 ans et devient de plus en plus le pain quotidien au vu et au su de la communauté internationale. Et le FPR parvient à cacher cela aux yeux du monde. Parce que on a fermé toutes les voies. On a tué les opposants. On a muselé les actes des droits humains. Aucune organisation internationale de droits de l'homme ne peut opérer sur le sol rwandais. Tout se fait au silence et sous la complaisance de la communauté internationale. Si je parle un tout petit peu du génocide, là où le FPR se montre victime et aux yeux du monde entier, et ensuite sauveur des Tutsis, c'est ça l'image que le FPR a pu construire. Je voudrais vous interpeller, mes chers frères et sœurs, à à penser à une simple logique que pas mal de gens ignorent ou omettent carrément. C'est une simple question qu'on peut se poser. Comment un groupe de personnes victimes d'un génocide en cours parvient-il à prendre le pouvoir par la force et vaincre les génocidaires? Ensuite, comment ce groupe de victimes a-t-il pu abattre l'avion présidentiel si c'était vraiment un groupe de victimes qui faisait face au génocide, à qui on massacrait, à qui on tuait comme des gibiers? Comment ils ont pu prendre le pouvoir? Est-ce que c'est une question difficile à comprendre pour voir que la théorie avancée est archi faux? On peut aussi se poser une question. Comment dans une période de 10 ans, la qualification d'un crime de génocide est passée de génocide rwandais, c'est le qualificatif déjà admis par les États-Unis d'Amérique et les Angleterres, au génocide des Tutsis? Pourquoi on a exclu une partie de la population? Qui a fait? Pourquoi? À qui profite le crime? C'est ça une question qu'il faut se poser pour essayer d'élucider, de voir clair ce qui s'est passé au Rwanda. Si le monde pouvait se poser ces questions, il y aurait des théories sur le génocide rwandais qui allaient s'effondrer et commencer à voir la vraie version des faits rwandais. Je ne vais pas entrer dans les détails et non plus nier le génocide. Je ne suis pas ici pour nier le génocide, dire que le génocide n'a pas eu lieu. Il y a eu bel et bien le génocide rwandais, le génocide contre les Hutus d'abord, parce que depuis 1990, les Hutus ont été sauvagement massacrés dans un système bien planifié. Et le FPR pouvait parvenir à cacher les cadavres. Il y a eu des tueries, le génocide contre les Tutsis en 1994. Après avoir abattu l'avion présidentiel comme un élément déclencheur. Qui a déclenché ça? Pourquoi ça? Qu'est-ce qu'il voulait, en fait? Alors, je ne vais pas entrer dans les détails car il y a beaucoup à dire là-dessus. Tout simplement, le pouvoir de Kigali s'est construit sur un mensonge. Et certaines puissances occidentales ont aidé à consolider ce pouvoir, soit, écoutez-moi bien, et je pèse mes mots, par ignorance, peut-être que certaines puissances sont ignorantes, ou bien par intérêt, car, comme on le dit, pas d'intérêt, pas d'action. Et entre les pays,
pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. En plus, car aux Africains qui s'entretuent, parfois, les Occidentaux ne seraient pas les premiers à crier. Pourquoi crier alors que ce sont des Noirs qui s'entretuent? Ça, c'est une honte aux Africains. C'est une honte chez les Noirs. C'est une honte chez les Africains. Bon, je vais continuer sur le deuxième point qui est vraiment associé au premier parce que c'est aussi l'utilisation du mensonge comme politique d'État. Je voudrais insister sur l'utilisation du mensonge et propagande comme une arme puissante d'FPR Motani pour consolider son pouvoir. En fait, le pire cauchemar que les Rwandais et surtout le peuple bantou ont vécu, c'est que le pouvoir fait tout pour ternir leur image, là où ils sont partout dans le monde. Dans un autre sens, il fait tout dans le pays pour s'approprier des terres des paisibles citoyens, jadis propriétaires fonciers, c'était des propriétaires fonciers avec des titres fonciers, des terres héritées de leurs ancêtres. Chacun pouvait avoir sa parcelle et jouir de tous les droits, usufruire tous les droits qui découlent de la possession. Mais tout a changé. Actuellement, les Rwandais sont les locataires. Ils y louent. Ils font un contrat de location des terres. Actuellement, les terres sont la propriété d'IFPR, pas du gouvernement. Il faut écouter moi bien. Parce que le Rwanda, je dirais qu'il n'y a pas de gouvernement. Et il y a le FPR qui ne fait que pour les intérêts d'une élite. Une élite tutsi qui ne veut que s'approprier de tout. La raison en est que ces terres qui s'est appropriées les donne aux ressortissants étrangers sous couvert d'investisseurs. C'est dans ce sens que le régime de Kigali ne ménage aucun effort pour obtenir des accords d'accueil des migrants clandestins de l'Europe dans un pays pauvre. Écoutez-moi bien encore, c'est un pays qui a une superficie de 26 000 km, 338 km², avec une population de 13 millions, comme ils le disent, même si on a décimé tout un peuple. Imaginez une surpopulation comme telle et on ne ménage aucun effort pour revendiquer l'implantation, l'immigration, avoir des migrés, 10 000 personnes, 100 000 personnes dans un pays surpeuplé. Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre ambition? C'est de dépeupler le Rwanda et repeupler le Rwanda par une autre population différente de la population autochtone. C'est une question pertinente à se poser. Le comportement du pouvoir de Kigali envers les Hutus en exil et à l'intérieur, ainsi que les Tutsis qui vivaient à l'intérieur du pays avant 1990, lors de l'attaque, qui n'adhèrent pas à ces ambitions criminelles, sont considérés comme des étrangers, sont considérés comme des ennemis. En fait, cette partie de la population est un ennemi à décimer, est un ennemi à abattre. Sont des étrangers. C'est pourquoi certains Rwandais pensent loin et même qualifient du pouvoir de Kigali, le régime de Kigali,
à la tête de Swandiza Kagame et sa famille et sa clique, si vraiment ce sont des Rwandais. Parce que la façon dont ils traitent les autres Rwandais montre qu'ils se comportent comme des colons ou des occupants qui ne se soucient de rien de la population, qui ne se soucient de rien. Hmm? En fait, cette partie de la population est considérée comme une seconde classe et le gouvernement nous déploie tous les moyens étatiques pour les matraquer, les exterminer. C'est dans ce sens que vous entendez souvent des exactions transfrontalières, ce qu'on appelle la justice transnationale, ou les exactions transnationales, là où vous entendez des tueries, des massacres, des opposants à l'étranger, comme en Afrique du Sud. Vous souvenez du cas de Patrick Karegeya, le colonel Patrick Karegeya, ancien chef de renseignement, et bien d'autres membres de l'opposition qui ont été tués, soit par balle ou par empoisonnement. En fait, c'est un gouvernement qui ne souhaite pas que les réfugiés Hutus soient accueillis favorablement dans les pays d'accueil et fait tout pour qu'ils soient apatrides et dépourvus de tous les moyens de subsistance. C'est dans ce sens que, en connivence avec le HCR, le haut commissaire des réfugiés, des Nations Unies pour les réfugiés, a fait passer la clause de cessation du statut de réfugié au Rwandais en 2017, qui a été clôturé en 2019. Pourtant, actuellement, le Rwanda compte plus de 2 millions de réfugiés de partout le monde, partout dans le monde. Et les causes de refuge sont innombrables. Parce que je vous dis la vérité, moi qui vous parle, les Rwandais n'ont même pas le droit d'exil. Si vous tentez de franchir la frontière, on vous tue. Si tu es Hutu et que tu demandes au service habilité un passeport, on vous le refuse. On vous demande qu'est-ce que vous allez faire à l'étranger. Il faut fournir des explications assez solides pour avoir un passeport. Alors que vous avez payé. Beaucoup payent de l'argent et n'arrivent pas à avoir son passeport. En plus de cela, on fait tout pour que les Rwandais qui sont à l'extérieur ne soient pas n'aient aucune faveur. Au contraire, qu'ils soient dépourvus de tous les moyens, qu'ils vivent comme des apatrides, qu'ils vivent comme des prisonniers dans les pays d'accueil. Ça, c'est un cauchemar. Il fait tout pour comploter contre ses propres citoyens et les traduire devant les juridictions des pays d'accueil pour les appauvrir ou précipiter leur mort. C'est comme ça qu'on n'épargne même pas les vieux. Il peut passer 30 ans à l'exil et en un coup, on vous accuse d'être génocidaire. Après 30, alors que tu n'étais pas caché, tu menais une vie publique connue, simplement pour vous coincer, mettre dans un état de trouble, de stress, et qu'on précipite ta mort si tu es vieux. Si tu as une famille et que la famille soit pauvre, c'est pour appauvrir la famille, que tu sois toujours dans le stress des procès qui coûtent beaucoup, comme vous le savez. J'ai parlé de ça dans les émissions que j'ai faites avant.
Alors, c'est ça un grand problème. Voilà même le cas frappant où un gouvernement ose opter pour l'usage de faux documents. Imaginez, pour ternir l'image de la RDC, République démocratique du Congo. Si vous avez suivi les journaux, les médias, vous avez vu des, des faux documents qui ont été conspirés, inventés, fomentés par le régime de Kigali. En fait, ce qui m'a étonné beaucoup, c'est que même cette conspiration, cet usage de faux, ce faux usage de faux, a été confirmé par le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui a aussi produit un autre faux document. Mais pourtant, à ce que je sache, son ministre est un juriste qui devrait comprendre l'ampleur de cette manœuvre diplomatique et ses répercussions. Chers frères et sœurs, compatriotes, chers Congolais, chers Burundais, chers Africains, il n'est secret pour personne que le régime de Kagame à Kigali est un pire cauchemar si j'utilise les termes de Kémy Séba, à qui je salue beaucoup avec respect à cause de sa bravoure et son panafricanisme. Des personnalités de haut niveau, actuellement, une tendance commence à changer, à tel point que, à telle enseigne que, les personnalités de haut niveau commencent à qualifier de Kagame de bandit, de voyou, de criminel de son État, Hitler d'Afrique, et que sais-je encore. Ça, vous avez suivi, je ne vais pas y revenir. Vous vous souvenez de ce que son Excellence, M. Tshisekedi, a dit à maintes reprises. Il y a des députés européens qui ne cessent de répéter les mêmes mots. Et tout récemment, Kémy Séba, que dire encore des grands écrivains et journalistes comme Jody Riva, comme Michael Aron, qui ont étayé, qui ont explicité les attitudes belliqueuses et sanguinaires de ce régime à la tête Paul Kagame. Chez les Rwandais, on n'a plus de nom qui abonde dans ce sens. Il y a beaucoup, parce qu'on en a marre. Aussi, je me souviens de l'histoire de la France. Il y avait, si je dirais que c'est un proverbe ou une maxime, qui disait « J'en ai souffert ce qu'a souffert la France sous Robespierre ». Je dirais que dans les jours à venir, si les Rwandais parviennent à se libérer, ils diraient le même adage. J'en ai souffert ce qu'a souffert les Rwandais sous Kagame Paul. Les Congolais diraient de même. J'en ai souffert ce qu'a souffert les Congolais sous l'emprise de Kagame. Alors, mon message, je me plains et je m'indigne beaucoup de voir certains Africains, nos clairvoyants, j'ose le dire, chanter les éloges de Kagame, qui n'a que faire du son. Je m'indigne et je me plains contre certains Africains et surtout les Africains de l'Ouest, Afrique de l'Ouest. S'ils m'écoutent ou s'ils vont écouter mon message, qui qualifient de Kagame de leader visionnaire d'Afrique, mais à cause de l'ignorance. Si vous ne croyez pas en nos cris d'alarme,
ayez au moins un courage d'avoir un regard pitoyable aux paisibles citoyens congolais qui succombent chaque jour, où plus de 12 millions de Congolais sont morts à cause de Kagame et son armée. Sans oublier aussi le rôle de Museveni, parce que le Museveni, c'est le promoteur, c'est comme le père de tout ça. Que dire de 500 000 femmes violées sauvagement? Que dire des millions de Rwandais tués au Congo et au Rwanda, qui ont été même inventoriés ou documentés dans le mapping report, un grand rapport d'Oroni qui est sorti en 2010, qui étaye tout, qui explique tout. Je ne terminerai pas mon message sans altérer, sans alerter les États qui commettent encore une erreur. Les États qui commettent des erreurs graves, je dirais, en nouant des amitiés avec ce régime, un régime sanguinaire et maléfique. En fait, je dirais que vous vous attirez d'une malédiction et un cruel ami. Je dirais un cruel ami. Écoutez nos cris d'alarme. Et surtout à travers le gouvernement du peuple rwandais en exil pour un changement pacifique et durable. Ce changement apportera paix et stabilité durable dans la région et une cohabitation sincère. Un soutien panafricain est plus que jamais nécessaire pour que ce changement arrive. Nous soutenons et nous optons pour les voies pacifiques, le dialogue, qui sont les bienvenus pour nous. Mais j'ai peur que ce régime belliciste nous conduise dans d'autres voies où le recours à la force serait l'ultime et dernière option. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs africains, et surtout mes chers voisins, congolais et burundais, sans oublier les Ougandais, même les Tanzaniens, et même certains pays de l'Afrique, surtout les Mozambicains, qui souffrent encore de la présence de Kagame et ses troupes DFPL, RDF. Je voudrais vous demander de nous unir. Unissons nos voix pour sauver l'Afrique de ce tyran du siècle, qui est devenu le top typo d'Afrique actuelle. Je pense qu'en fournissant nos efforts, en conjuguant nos efforts ensemble, nous pourrons gagner ce combat. Je termine par vous remercier. Et si vous aimez vraiment le message, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer ce message et à le partager s'il y a lieu. Je vous remercie.